Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonjour. Vous êtes Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël dans ces circonstances de guerre. Le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre vous. Quelle a été, d'abord à titre personnel, votre première réaction? Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de l'État d'Israël. C'est le droit du seul État juif à se défendre dans les années qui suivent l'Holocauste, et le procureur de Haye combat ce droit à travers deux falsifications. La première, c'est de faire une fausse équivalence entre les dirigeants démocratiquement élus d'Israël et les chefs du Hamas. C'est comme le procès de Nuremberg lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme si on mettait De Gaulle et Winston Churchill face au commandement allemand, les traités de la même manière. C'est comme mettre Al-Qaïda et le président américain dans le même procès. Bien sûr, c'est de la folie. La deuxième attaque contre Israël, c'est qu'ils disent qu'on a une politique qui consiste à affamer les civils. C'est absolument faux. On a mis un demi-million de tonnes de nourriture et de médicaments à disposition. On a pavé des routes, on a ouvert des nouvelles voies terrestres, on a fait des largages par avion, on a tout fait pour éviter la famine. La consommation de calories, c'est 3200 calories par personne. C'est 1000 calories de plus que ce qui est requis au quotidien. Donc c'est une accusation complètement fausse. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, pardon, permettez-moi de vous interrompre. Permettez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous comprenez que les bombardements, par exemple à Rafah, donnent lieu à ces accusations? On voit bien que vous tuez beaucoup de combattants du Hamas, mais au prix de tellement de victimes civiles innocentes. Les civils, chaque mort de civil est une tragédie. Chaque fois que je vois un enfant ou une femme ou un civil innocent mourir, pour nous c'est une tragédie. Mais pour le Hamas c'est une stratégie. Ils utilisent sciemment les civils comme des boucliers humains. Nous avons envoyé des milliers de pamphlets, d'affiches, nous avons passé des appels téléphoniques, nous faisons tout pour éloigner les civils des zones de conflit, et le Hamas, eux, ils font en sorte que les civils restent dans ces zones en leur tirant dessus, s'ils essaient de partir. C'est pour ça qu'on a des pertes civiles. Mais je veux que vous sachiez que le nombre de pertes civiles relatives aux pertes de combattants, c'est le taux le plus bas qu'on a vu dans une guerre urbaine moderne. C'est plus bas qu'à Mossoul, à Raqqa, alors qu'on a des terroristes qui se cachent dans des tunnels. Alors le rapport, c'est à peu près 1 pour 1. C'est très élevé pour moi, mais c'est le rapport, le ratio le plus bas qu'on ait vu dans ce genre de Monsieur conflit. Netanyahou, pardon. Comment croire au 1 pour 1? Les États-Unis, vos alliés, les États-Unis disent beaucoup trop de morts civiles. Ce sont les États-Unis, vos alliés, qui le disent. Ça n'est pas 1 pour 1. Le secrétaire à la Défense américain a parlé de 25 000 femmes et enfants. On voit bien qu'il y a une disproportion. Est-ce que vous y êtes obligé? Est-ce que vous êtes obligé de faire cette stratégie-là? Je rappelle que Israël sait comment agir et tuer de manière ciblée. Votre propre frère, Yoni, est mort en héros dans ces circonstances. Est-ce que c'est vraiment impossible de mener des opérations commando plutôt que cette action massive qui tue tant d'innocents? Ce ne sont pas des attaques non ciblées. On fait tout ce qu'on peut. Par exemple, au Mali, les forces françaises ont ciblé les commandants terroristes et ils ont accidentellement bombardé un mariage. Et il y a eu trois terroristes morts et il y a eu énormément de morts civiles. C'est une tragédie, c'est quelque chose qui se produit dans la guerre, mais je ne dirais pas que Macron est un criminel de guerre, je ne dirais pas que l'armée française a fait ça exprès, et nous ne le faisons pas non plus. Parfois, malheureusement, nous ciblons même nos propres personnes. Il y avait des otages qui échappaient au Hamas, ils se sont rendus, ils couraient vers nos forces, ils étaient à quelques centaines de mètres et malheureusement on
on les a tués. Il y a des pertes de tirs alliés, il y a des pertes de civils. Notre politique, c'est de minimiser les pertes civiles et on fait des choses qu'aucune armée n'a jamais faites dans l'histoire des conflits. On dit aux civils de partis, on leur donne de la nourriture. Et il y a des civils qui quittent Rafah, mais on a quand même des tragédies qui se produisent comme ce qui est arrivé l'autre jour. Mais ce n'est pas notre politique, ce sont des choses qui se produisent en dépit de nos politiques. Donc je pense que le procureur de La Haye nous accuse à mauvais escient. Ce qu'il fait, ce que je pense qu'il fait, c'est qu'il attise les flammes de l'antisémitisme. Parce que les gens de par le monde se disent, eh bien s'il y a ces accusations, ce sont des accusations qui viennent de la CPI, ça doit être des accusations sérieuses. Et on a vu d'autres tribunaux qui étaient soi-disant des tribunaux sérieux, comme dans l'affaire Dreyfus, qui ont alimenté les flammes de l'antisémitisme mais Monsieur Netanyahou, en Europe au XIXe siècle. Pardon, est-ce que vous voyez dans les rues de Paris, de Londres, de Rome, partout, ces centaines de milliers de gens qui manifestent contre l'excès de morts, les si grands nombres de morts à Gaza? Tous ne sont pas des antisémites. Il y a peut-être des groupuscules antisémites, mais ce sont des gens de bonne foi qui manifestent. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur pose la question, où étaient-ils quand des millions, et non pas 50 000 ou 20 000, c'est quand même beaucoup de pertes, comparé aux 50 000 terroristes qu'on a tués, mais où étaient-ils quand des millions étaient assassinés ? Lorsqu'on les sortait de leur maison en Syrie, en Irak, au Yémen, des millions de personnes ont été tuées et à ce moment-là, ils n'ont rien dit. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ciblent la démocratie d'Israël, le seul État juif, parce que les Juifs se défendent. C'est ça qu'ils font. Et ils instrumentalisent le droit international pour cela. C'est ce qui se passe lorsqu'on compare les dirigeants de la démocratie israélienne aux dirigeants terroristes du Hamas. Lorsqu'on ment pour dire que nous ciblons les civils, que nous affamons les civils, on attaque toutes les démocraties et on sape aussi le droit international. Et les juges, lorsqu'ils se sont assis pour parler de ça, je pense qu'ils rejetteront ces calomnies antisémites. Ça ne va pas se retrouver dans des coups internationaux. Benjamin Netanyahou, vous rappelez l'histoire, et il est vrai qu'il y a eu des crimes de guerre même commis par les alliés pendant la guerre, comme le bombardement de Dresde. Ce sont des faits, mais aujourd'hui, en 2024, quoi qu'il en soit, est-ce que vous admettez qu'il y a trop de morts civiles à Gaza? Je pense qu'un seul mort civil, c'est trop, mais nous ne faisons pas de bombardements non ciblés à Gaza. On ne fait pas ce que faisaient les Alliés à Dresde. On ne fait pas de tapis de bombes à Gaza. Je ne vais pas me comparer à ce qu'on a fait par le passé, mais nous ne faisons pas ce genre de choses. Lorsqu'on va à Rafah, c'est l'équivalent du débarquement en Normandie, de leur attaque contre l'Allemagne. Et les gens diront, on peut laisser intact 20% de l'armée nazie, ne rentrez pas à Berlin. C'est ça en fait qu'on fait. Il y a énormément de bataillons des terroristes du Hamas à Rafah et les gens nous disent laissez là-bas. Mais vous savez ce qui va se passer? Ils vont simplement reconquérir Gaza, ils vont de nouveau soumettre les Palestiniens, ils se serviront de Gaza comme d'une base pour continuer ces attaques où ils décapitent les femmes, ils violent les femmes, ils brûlent des bébés, ils ciblent nos civils. Considérez l'équivalent, c'est l'équivalent de 8000 morts français en une journée. Monsieur le Premier ministre, nul ne diminue l'atrocité de ce qui a été commis le 7 octobre. Nul ne diminue l'atrocité de ce qui a été commis le 7 octobre. Mais je viens d'entendre votre comparaison avec le débarquement en Normandie. La grande différence, c'est que Gaza n'est pas votre terre. Ça, j'imagine que vous l'admettez. Est-ce que vous comprenez maintenant les voix, Emmanuel Macron notamment, qui a appelé le président palestinien Abbas dans la perspective de la reconnaissance de l'État de Palestine? Que répondez-vous à cela?
Tout d'abord, nous sommes sortis de Gaza. Nous avons abandonné nos bases, nous avons tout donné aux Palestiniens. Donc, que font-ils? Ils n'ont pas fait la paix avec Israël, ils ont creusé des milliers de kilomètres de tunnels, plus que le métro parisien, ils ont tiré des roquettes sur nos villes, ils ont décapité et brûlé notre peuple, ils ont violé nos femmes. Ce n'est pas un État paisible. Et si vous leur donnez un État, maintenant ce sera la plus belle récompense possible pour ces terroristes. Je veux que vous sachiez que ça rentre dans le cadre d'un conflit plus large contre l'axe de la terreur qui inclut le Hamas, les Houthis, le Hezbollah. Et s'ils réussissent ici, ils réussiront partout. Ça encouragera énormément les actions terroristes partout dans le monde, y compris en France. Excusez-moi, mon français n'est pas si précis, mais je dis notre victoire, c'est votre victoire. Notre victoire, c'est la victoire d'Israël contre l'antisémitisme. C'est la victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie. C'est la victoire de la France. If we lose here, you lose here. Si nous perdons ici, vous perdez ici. Si nous gagnons ici, vous gagnez ici. Et votre victoire. Monsieur le ministre, bien sûr qu'il y a l'usage de la force et tout le monde convient qu'il faut lutter par la force contre les islamistes, mais les Palestiniens, le peuple palestinien, est-ce que c'est le moment de lui donner un espoir, de lui dire, après la guerre, vous aurez un État, l'Espagne le fait, l'Irlande, la Norvège, que dites-vous à ces États et d'abord à la France ? Je leur dis qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un État palestinien, ce ne sera qu'un État fantoche de l'Iran, ce sera un État terroriste. 80% des Palestiniens soutiennent les massacres du 7 octobre. Aucun des membres de l'autorité palestinienne, pas un seul, n'a condamné cette attaque. Ils apprennent à leurs enfants qu'il faut détruire Israël. Ils payent les terroristes lorsqu'ils tuent des Israéliens. Mon point de vue, c'est qu'on doit faire trois choses après Gaza. La première chose, c'est qu'on doit vaincre les terroristes du Hamas. Et ça, c'est notre guerre. Pas contre la population, contre les terroristes. On doit vaincre le Hamas. Ensuite, on doit s'assurer qu'il y ait une démilitarisation effective, une déradicalisation. On doit changer les curriculums dans les écoles, dans les mosques et dans les mosquées pour aller vers la paix et non pas vers la guerre. Détruire les terroristes du Hamas et construire la paix. Je l'ai fait moi-même. J'ai fait 4 traités de paix. Et ma vision de la paix, les Palestiniens, une fois déradicalisés, ils doivent avoir une autonomie, ils doivent avoir le pouvoir de se gouverner eux-mêmes et pas le pouvoir de menacer Israël. Mais Benjamin Netanyahou, tout ce que vous déclarez, tout ce que vous décrivez, est-ce que ça passe par une occupation de Gaza? Si, comme vous le dites, il faut aller jusqu'à changer les manuels scolaires, etc., est-ce que ça veut dire qu'Israël devra occuper pendant une certaine période Gaza? Je pense qu'il va falloir qu'on ait des responsabilités sécuritaires parce qu'il va falloir empêcher la résurgence du Hamas ou d'autres groupes terroristes. Et j'aimerais bien qu'il y ait une force internationale qui fasse cela, mais je n'en vois pas se dessiner. Et jusqu'à ce que ça soit le cas, c'est Israël qui sera responsable de la sécurité, non seulement de la nôtre, mais de la vôtre aussi. Parce que des terroristes pourraient aller frapper l'Europe depuis cet État terroriste. Ça veut dire, pardon, soyons précis, Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, que vous resterez à Gaza aussi longtemps que nécessaire, même si ça devait durer des mois ou des années? Je ne sais pas si il faudra occuper Gaza, mais il faudra pouvoir y rentrer à n'importe quel moment pour arrêter les terroristes. Vous devez comprendre que ce n'est pas seulement notre problème. Vous avez eu des choses horribles avec le professeur Paty, le père Hamel. Égorgé dans son église, vous avez eu les massacres du Bataclan, les massacres à Nice, les attaques à Toulouse. Vous avez ces terroristes qui sont chez vous et vous devez imaginer que si vous construisez un État terroriste, non pas à des milliers de kilomètres de Paris, mais dans la banlieue, à côté de chez vous, est-ce que vous pensez que ça créerait la paix? Donc non, on doit se débarrasser
du Hamas et on doit s'assurer que les terroristes ne s'y reconstituent pas. Et si on ne fait pas cela et que les terroristes s'y rétablissent grâce à ces décisions terribles de la CPI, lorsque Israël mène une guerre que n'importe quelle démocratie mènerait et qu'Israël est à ce moment-là attaqué, bien sûr on ne se laissera pas faire, alors à ce moment-là, ça encouragera les terroristes partout dans le monde. Mais si nous gagnons, Monsieur le Premier ministre, est-ce que le but, quel est votre but, quel est votre but final de guerre? Vous savez que beaucoup, y compris aux États-Unis, craignent que vous vous installiez pour toujours. Est-ce que votre engagement est, à la fin, de rendre Gaza à une pleine autorité palestinienne? À une autorité palestinienne qui est favorable à la paix, qui veut une vraie réconciliation, une paix avec Israël. Mais je l'ai dit publiquement, je l'ai dit en hébreu, bien sûr, nous n'allons pas nous réinstaller à Gaza. Ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir, c'est la nature du gouvernement qui va s'installer à Gaza, s'assurer que ça ne soit pas une menace pour Israël. Regardez la carte ici du monde arabe en vert. Israël, c'est ce petit point rouge, je ne sais même pas si vos caméras peuvent le voir. L'Iran, c'est le pays en noir, là. L'Iran veut conquérir tout le Moyen-Orient et ensuite attaquer l'Europe, la France, faire plus du terrorisme que vous connaissez. La seule chose qui les empêche, c'est Israël, ce petit pays, mais puissant d'Israël. Moi, j'ai fait la paix avec de nombreux pays du monde arabe, après l'Égypte et la Jordanie. On a fait la paix avec le Maroc, Bahreïn, le Soudan, et on veut étendre cette paix. L'Iran veut le contraire. Benjamin Netanyahou, parlons-en, s'il vous plaît. Parlons de l'Iran. Parlons de l'Iran. L'Iran que vous mettez en noir sur votre carte. Est-ce que vous bombarderez les centres nucléaires iraniens avant qu'il n'ait la bombe atomique? L'Iran menace de vous détruire. Est-ce que pour vous, c'est une assurance que vous détruirez, que vos forces détruiront les centres nucléaires avant qu'ils aient la bombe? Vous savez, l'Iran nous a attaqués avec des centaines de missiles. Heureusement, aucun d'entre eux n'a réussi à traverser, pénétrer nos défenses. Bien sûr, nous nous défendions. Je suis engagé pour empêcher l'Iran d'avoir des armes nucléaires. Nous les avons retardées de presque une décennie, mais nous ne les avons pas arrêtées. J'étais très heureux de voir d'ailleurs que la France et l'Allemagne et la Grande-Bretagne veulent mettre en place des sanctions contre l'Iran qui se dirigent vers l'arme nucléaire. Je pense que c'est la bonne politique. Mais je veux que vous sachiez que la raison pour laquelle ils disent cela, ce n'est pas parce que l'Iran nous menace, nous. La raison, c'est que l'Iran développe des missiles balistiques qui peuvent atteindre Paris, Berlin, Londres, avec des ogives nucléaires. Donc il se prépare à attaquer le monde entier. On ne combat pas seulement pour nous-mêmes, bien sûr, on protège notre pays. Est-ce que ça veut dire que vous détruirez les centres nucléaires avant, une heure avant, une semaine avant, un mois avant qu'ils aient la bombe? Est-ce que ça, c'est certain? Ça veut dire que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher l'Iran d'avoir des armes nucléaires. Ils ont déclaré ouvertement qu'ils utiliseraient ces armes pour nous détruire. Moi, je dis qu'ils vous mettront aussi, vous, en danger, car ils l'utiliseront pour vous faire du chantage, pour faire du chantage aux États-Unis. C'est ce que l'Iran veut. L'Iran veut conquérir le Moyen-Orient, puis l'Europe, et vous intimider avec des armes nucléaires. Lorsque nous combattons le Hamas, nous combattons l'axe iranien. Lorsque nous combattons le Hezbollah, nous combattons les Iraniens. Lorsque nous répondons aux attaques iraniennes, nous combattons l'axe terroriste iranien. Nous sommes sur la ligne de front, mais nous ne sommes qu'un obstacle entre vous et eux. Parce que nous sommes le premier Satan, l'Occident est le grand Satan. Monsieur le Premier ministre, quel est votre sort? Quel sera votre sort personnel? C'est ça la vérité, je me moque de la propagande. Quel sera votre sort personnel si demain la Cour pénale internationale accepte la réquisition du procureur? Un mandat d'arrêt vous visera. Vous pourrez aller aux États-Unis, par exemple. Mais est-ce que ça veut dire que vous éviterez l'Europe? Est-ce que ça veut dire que même si votre avion a une avarie, vous devez vous poser à Paris ou à Rome, vous seriez arrêté?
Vous savez, je ne veux pas parler de ma situation personnelle, ce n'est pas le problème. Je combats le terrorisme depuis que j'étais un jeune soldat dans les forces de défense israéliennes. Mon jeune frère a été tué pendant qu'il sauvait des otages juifs à Entebbe en 1976. Moi, je faisais partie d'une force qui a sauvé des passagers d'un avion qui avait été détourné à Tel Aviv. J'ai combattu le terrorisme toute ma vie. Si je dois souffrir quelques désagréments dans ce combat contre le terrorisme, eh bien soit. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de nous, nous tous. Est-ce que nous avons le courage, la force, la conviction, la capacité de faire face à ces meurtriers, ces sauvages, ou est-ce qu'on se plie à ces accusations folles de la haie? Est-ce qu'on se soumet à cet antisémitisme? Est-ce que les juges de la haie se soumettent à cet antisémitisme? C'est vraiment une tâche sur la CPI dont ils ne se remettront jamais. Les gens ont le droit de dire « ça suffit ». Je peux vous dire que 80% du public américain soutient Israël. Je pense que 20%, c'est un nombre énorme de gens qui soutiennent le Hamas. Mais il y a aussi 20% de personnes qui disent que Ben Laden avait raison et que l'Amérique avait tort. Benjamin Netanyahu, il y a des gens partout qui se lèvent pour Israël. Un mot sur les otages. Vous vous rappelez le passé héroïque de votre frère qui avait sauvé, qui s'est battu, qui est mort dans ces circonstances-là. Aujourd'hui, le sort des otages. En quelques mots, où en est-on? Signe de vie de ces otages? Et puis, dès lors que des otages seraient tous libérés, est-ce que ça peut être la fin de l'opération? La fin de la guerre pourrait arriver immédiatement si le Hamas dépose les armes, se rend et libère les otages. On peut terminer ça en 5 minutes. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ils gardent les otages. Nous avons réussi à obtenir la libération de la moitié des otages grâce à de la pression militaire, mais aussi grâce à des exploits. On a sauvé certains otages. C'est très difficile à faire parce qu'il y a ce réseau de tunnels souterrains de 500 km qui est plus grand que le métro parisien. Donc on fait tout ce qu'on peut pour les libérer. Moi, je veux mettre fin au cauchemar de ces otages. C'est inimaginable leur souffrance. Il y a aussi des otages français là-bas. Il y avait 42 citoyens français qui ont été tués par ces monstres du Hamas. Et nous voulons sauver tous les otages. C'est notre engagement. Nous, je pense que ça va main dans la main avec notre autre objectif qui est de détruire le Hamas, détruire les terroristes, non pas la population. On veut obtenir la libération des otages et on veut s'assurer que Gaza ait un avenir différent, un avenir qui ne menace pas Israël. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais vous entendre, s'il vous plaît, sur les colonies de Cisjordanie. Il n'y a pas que Gaza. En Cisjordanie, vous avez des colonies illégales en regard du droit international. Est-ce qu'un jour, vous allez les démanteler? Est-ce que le démantèlement de ces colonies fait partie, quand il faudra faire la paix avec les Palestiniens, ils ont du chemin à faire? Et vous aussi, vous avez du chemin à faire. Est-ce que vous démantèlerez les colonies illégales de Cisjordanie? Ce ne sont pas des colonies illégales. Ça fait partie de notre territoire national. Nous ne sommes pas les Belges au Congo. Le droit international, la résolution 242 dit qu'il faut qu'il y ait un retrait, non pas de ces zones, mais de certaines zones qui ne sont pas spécifiées. Et toutes ces colonies, ce n'est que 2 à 3% de la zone construite. Monsieur, avec beaucoup d'extrémistes, vous le savez, très violents, est-ce que ça veut dire que vous ne les quitterez jamais? Est-ce que ça veut dire que vous ne les quitterez jamais? Nous ne sommes pas des colonisateurs, monsieur. Nous allons devoir vivre ensemble. Les Palestiniens, je ne veux pas les faire partir et ils ne pourront pas nous faire partir. Nous devons négocier la paix. Nous devons décider où exactement sera la frontière. Mais l'essentiel, c'est que les Palestiniens, 100 ans avant et après l'établissement de l'État d'Israël, ils doivent surmonter l'obstacle principal à la paix. Et ça, c'est le refus palestinien de reconnaître l'État juif, quelles que soient les frontières. C'est ça qui empêche la paix. Arafat a reconnu. Yasser Arafat avait dit leur charte est caduque et aujourd'hui, M. Abbas ne nie pas l'existence d'Israël.
Monsieur le Premier ministre. Si, il le nie. Parce que si vous regardez les livres dans les écoles, si vous voyez ce que l'autorité palestinienne et ce qu'Abbas enseigne à ses propres enfants, c'est exactement la même rhétorique que celle du Hamas. Ils enseignent la destruction d'Israël. Ils sont payés en fonction du nombre d'Israéliens qu'ils tuent, en fonction du nombre d'Israéliens qu'ils tuent. Ce n'est pas ça la paix. Moi, je veux un changement dans les années à venir. Je ne veux pas tuer les Palestiniens, je ne veux tuer aucun Palestinien, je veux tuer les terroristes, bien sûr, mais je veux dire que nous reconnaissons l'État d'Israël et nous voulons qu'il soit reconnu non pas seulement dans les mots, mais aussi dans les faits. C'est ça qui ouvrira la porte à la paix entre Israël et les Palestiniens. Nous avons déjà ouvert la porte. Monsieur Netanyahou, tout à l'heure, ce sont les États arabes. Nous ne voulons pas qu'ils se définissent vis-à-vis de la destruction de l'État d'Israël. Tout à l'heure, vous disiez, vous étiez. Est-ce qu'il y aurait une force internationale pour prendre le relais à Gaza? Vous disiez, ça semble pas prendre forme. Mais si ça prenait forme, si demain les Américains, les Français, les Allemands disaient, d'accord, nous allons assurer l'ordre à Gaza. Est-ce que vous leur donnez les clés? Est-ce que vous leur dites oui? Je pense que j'ai dit que je serais heureux de voir une participation d'une force internationale, à la fois d'États arabes et de la communauté internationale. J'aimerais une gestion civile de la bande de Gaza. Ça ne nous intéresse pas d'administrer la bande de Gaza de ce point de vue. Nous voulons voir une force qui empêchera le retour des terroristes. Et si une telle force internationale devrait se composer, nous en serions très heureux. Mais pour l'instant, je n'en vois pas qui se forme, et si vous en connaissez une, je serais ravi de l'envisager, mais je ne pense pas que ça sera pratique dans un avenir immédiat. La gestion administrative des civils, oui, je suis d'accord, mais la gestion des affaires sécuritaires et militaires, je ne pense pas. Est-ce que vous avez parlé à M. Macron au téléphone? Oui, j'ai eu de nombreuses conversations téléphoniques avec lui. Ces dernières heures et ces derniers jours, notamment après ce qu'il a dit sur la reconnaissance potentielle de l'État de Palestine. Non, je n'ai pas eu de conversation à ce sujet, mais encore une fois, je pense que si M. Macron et les citoyens français considéraient la possibilité d'avoir un État palestinien dans la banlieue parisienne, c'est de ça qu'on parle. Et imaginez qu'il y ait des milliers de terroristes qui veuillent détruire Paris, tuer des citoyens français, conquérir la France. Vous ne suggéreriez pas cela. Et c'est ça que serait un État palestinien aujourd'hui. C'est ça que nous disons. Ça doit se faire dans l'avenir par des négociations qui ne sont pas imposées par une force extérieure, parce que ça ne mènera pas à la paix, ça mènera à une guerre encore pire. En particulier parce que le Hamas a promis d'utiliser un tel État pour refaire les attaques du 7 octobre encore et encore et encore. Donc la grande majorité des Israéliens, 99 contre 9 à la Knesset, récemment, s'est opposé à l'établissement d'un État palestinien, et c'est compréhensible parce que nous ne voulons pas nous suicider. Monsieur le Premier ministre, un mot encore, personnel. Je me rappelle Noah Kliger, survivant d'Auschwitz. Il écrivait, je crois, dans le Yediot Aharonot, personnage extraordinaire. Il disait Bibi Netanyahou, c'est la chutzpah, c'est le culot. Mais pour le meilleur ou pour le pire, est-ce qu'aujourd'hui c'est le pire? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, hélas, vous aggravez l'image d'Israël? Ou est-ce que ça veut dire vous ne comptez que sur vous-même? Écoutez, la grande majorité des Israéliens sont d'accord avec mes politiques. Israël est une démocratie. Parfois, les gens ne sont pas d'accord avec moi. Mais globalement, les Israéliens comprennent que nous devons vaincre le Hamas. Ils comprennent aussi qu'il y a une campagne de propagande constante pour dire, eh bien, Netanyahou a une position et le peuple israélien n'est pas d'accord. Mais les sondages hier ont montré tout le contraire. Et moi, je ne me soucie pas de mon propre avenir. J'ai risqué ma vie de nombreuses fois. J'ai été blessé, on m'a tiré dessus, j'ai perdu un frère. J'ai eu un de mes camarades soldats qui est mort dans mes bras lorsque j'étais un jeune soldat. Je connais le coût de la guerre, je connais le fardeau de la guerre, la douleur de la guerre. Et je veux la paix, mais je veux une vraie paix. Et je ne sacrifierai pas le droit du peuple juif à se défendre dans le seul État qui soit un État juif, en raison d'une procédure absurde de la haie qui devrait être
rejeté par les juges en raison d'une propagande antisémite absurde. Ces accusations contre Israël, contre le peuple juif, il y en avait au Moyen-Âge, on brûlait les Juifs au Moyen-Âge, on en faisait des martyrs. Staline a mis les médecins juifs, il a déclenché des procès contre les médecins juifs. Il y a eu bien sûr les nazis et maintenant c'est une nouvelle attaque. Israël est une démocratie. Monsieur le Premier ministre, vous avez raison de rappeler, vous rappelez avec justesse l'antisémitisme et les horreurs de l'antisémitisme, mais pardon, est-ce que vous convenez qu'aujourd'hui, des Israéliens comme des Arabes peuvent commettre des crimes de guerre? Il se peut, c'est une accusation que la Cour porte, mais c'est une accusation aussi que certains États soupçonnent. Je rappelle, les États-Unis eux-mêmes l'ont dit. Donc, bien sûr qu'il faut rappeler l'antisémitisme. Est-ce que tôt ou tard aussi, il faudra des jugements? Vous-même avez dit pour Rafah qu'il y a une erreur qui a été commise. Est-ce que, par exemple, ceux qui ont donné l'ordre, l'erreur, seront jugés chez vous en Israël? Alors il y a une enquête pour voir, et s'il y a des gens qui sont coupables, bien sûr, il y aura un procès. La CPI a été fondée pour mettre en accusation des pays qui n'ont pas de système légaux en place, des États qui ne sont pas démocratiques, qui n'ont pas le principe de séparation des pouvoirs. Nous avons le système judiciaire le plus indépendant de la planète, peut-être de la galaxie, et tout le monde le sait. Et donc, en fait, le procureur de la CPI ne s'est même pas embarrassé à vérifier les faits. Il a annulé sa visite en Israël. Il voulait simplement s'attaquer à Israël. Il voulait simplement nous accuser à tort. Et en Israël, on fait tout le contraire. À chaque fois qu'il y a un tel incident à Gaza, Rafah, où que ce soit, évidemment, il y a une enquête. Nous avons un système judiciaire indépendant, comme la France, comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis. La CPI était censé se rendre au Soudan, ils n'y sont pas allés. D'autres pays où ils ne sont pas allés, ils ne font rien sur l'Iran, ils ne font rien sur le Yémen, ils ne font rien sur la boucherie en Syrie de Bachar al-Assad. Israël, c'est un pays qui a un système, un vrai système indépendant, et le procureur ne voulait pas s'intéresser à cela, il voulait simplement nous mettre en accusation, mais ce n'est pas moi qui l'accuse par cela, c'est la démocratie, c'est toutes les démocraties, c'est vous aussi, parce qu'une fois que ça fait jurisprudence, on sera attaqué et les terroristes seront encouragés et vous verrez les effets à la fois sur l'antisémitisme qui se développera et ça entachera la Cour pour toujours et il y aura aussi une montée du terrorisme de l'axe iranien et en fin de compte ils veulent s'attaquer à vous. Nous sommes juste sur leur chemin mais c'est vous qu'ils veulent attaquer. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Thank you. Merci à vous. Merci.